Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préféré d'Eric Osmo ces 3 derniers mois, avec au menu cette semaine l'US Air Force qui dévoile son futur format dans lequel elle aurait plus de drones de combat et moins d'appareils habités, Boeing qui rencontre une fois des difficultés avec ses 737 MAX et les 787, les projets de munitions rôdeuses qui se multiplient partout dans le monde, un nouvel obus d'artillerie qui pourrait remplacer de nombreux missiles, mais on commence avec le Rafale puisque la DGA vient de prononcer la qualification du standard F4.1 de l'avion, après une série de vols qui ont été réalisés au Centre d'expertise aérienne militaire. Concrètement, on entre totalement dans le combat collaboratif avec une connectique totalement revue, un durcissement de l'avion face aux menaces cyber, les conduites de tir sont améliorées, par exemple dans le mode RR. Cela permet par exemple à un Rafale de gérer le missile Meteor d'un autre Rafale. L'avion intègre également un nouveau viseur de casque, il a désormais la capacité de tirer les nouvelles bombes guidées AASM d'une tonne fournies par Safran. Du côté des capteurs, l'optronique secteur frontal avec son IRST sera encore amélioré. Le radar RBE2 acquiert la capacité GMTI, ce qui veut dire Ground Moving Target Indicator, qui permet la détection et la poursuite de cibles au sol, ainsi qu'un mode SAR, qui veut dire radar à ouverture synthétique, qui permet d'élaborer des cartes du sol à très haute résolution. Le pod Talios a pour sa part son intelligence artificielle qui permet de détecter et d'identifier des cibles d'opportunité en temps réel. Il y aura un système de maintenance prédictive grâce au Big Data. Le logiciel du moteur M88 est amélioré. Et pour la version marine, l'appontage sera désormais assisté, ce qui a priori a beaucoup plu aux Indiens. Donc la plupart de ces évolutions avaient déjà été validées, donc restait à valider l'ensemble, donc c'est un succès. Et pour le Rafale qui seront directement livrés à ce standard F4, ils sont appelés F4.2 et non F4.1, car ils bénéficieront aussi de modifications structurelles qui leur permettront d'avoir une surface équivalent radar réduite, et donc tous les avions seront rétrofités en 2024. On reste dans l'aviation de combat avec l'US Air Force qui a annoncé son futur format avec seulement 500 avions pilotés qui sont répartis entre 300 F-35 et 200 NGAD qui est le chasseur de 6e génération qui sera opérationnel à partir de 2030 et dont un prototype aurait déjà fait son premier vol. Ces 500 avions pilotés seront chacun accompagnés de 2 drones de combat collaboratifs, soit au total 1500 appareils de 5e et 6e génération, avec une surprise sur le faible nombre de F-35 qui est affiché. Parmi les missions de ce qu'on appelle les Loyal Wingman, qui sont ces drones de combat, dont vous voyez ici le modèle de Boeing conçu en Australie, ils peuvent servir évidemment de capteurs déportés, à emporter des munitions, et donc c'est une caractéristique de tous les programmes d'avions de 6e génération, et je vous renvoie vers la vidéo sur les avions de 6e génération, dont le SCAF que j'avais publié il y a quelques semaines. Donc il s'agit clairement d'une baisse de volume pour l'armée de l'air américaine, on ne connaît pas encore les projections pour l'US Navy et pour les US Marines, mais la flotte de chasseurs habités est nécessairement en baisse par rapport, par exemple, aux 1900 chasseurs qui sont aujourd'hui opérationnels dans l'US Air Force, sans même compter les A-10, les bombardiers stratégiques, les bombardiers furtifs, les éléments de guerre électronique. Donc globalement, on va rester sur une masse très très importante, mais les capacités opérationnelles, même en ayant moins d'avions, va quand même s'accroître, notamment grâce à la multiplication très importante du nombre de drones. On reste aux États-Unis avec l'échec du tir du missile hypersonique AGM-183 le 13 mars dernier dans le cadre de la campagne de développement par Lockheed Martin, ce qui a amené l'US Air Force à annoncer l'abandon pur et simple du programme pour favoriser les projets concurrents, le HACM qui est géré par Raytheon et Northrop Grumman, avec un objectif de livraison en 2027 pour l'US Air Force. Dans l'US Navy, c'est le projet Halo qui doit aboutir à un missile anti-navire dont le prototype va être testé en 2024 avant d'entrer en opération en 2028 avec 2 entreprises encore dans la course qui sont Raytheon et là aussi Lockheed Martin. On passe à la défense antimissile avec la Chine qui vient de réussir l'interception d'un missile balistique dans l'espace, c'est-à-dire au moment où il y a une trajectoire qui est purement balistique et que sa position est donc la plus prévisible. Le problème de ce type d'interception, c'est qu'elle doit être réalisée alors que le missile est encore très très loin de sa cible, c'est-à-dire à mi-chemin entre le tir et l'objectif, ce qui implique tout un réseau de capteurs comme des satellites de détection des départs de missiles, des radars à très longue portée et des systèmes de communication ultra rapides. Et à titre d'exemple, les États-Unis ont dû déployer 32 000 km de fibre optique pour cette capacité, avec le budget du programme d'interception dans l'espace qui a englouti 53 milliards de dollars en 25 ans et qui va continuer à engloutir 2 milliards de dollars par an dans les 5 prochaines années.
On reste dans les armements avec BAE Systems qui a pu valider le concept d'un obus d'artillerie de 155 mm à portée étendue, avec un tir réussi sur une cible qui se situe à 110 km de distance. Le tir a été réalisé avec le Howitzer RK qui doit équiper la nouvelle version du M109 à partir de 2024. Donc l'obus s'appelle le HPV-ER pour projectile hyper véloce à portée étendue et il possède des technologies de guidage de précision et des contre-mesures électroniques pour empêcher tout brouillage ennemi, le tout en coûtant 2 fois moins cher qu'un obus Excalibur qui est utilisé aujourd'hui et qui porte pourtant 2 fois moins loin et dont on a vu l'énorme efficacité en Ukraine au profit des Ukrainiens. Donc une telle portée, ça permettrait même aussi de se passer de certains missiles comme ceux du HIMARS, et cet obus permettra donc de réaliser encore plus d'économies, sachant également que les États-Unis ont décidé de multiplier par 5 la production des obus pour son artillerie. On passe dans le civil, d'abord avec les pertes financières des compagnies aériennes qui ont été réduites à seulement 6,9 milliards de dollars en 2022 et un trafic aérien qui a atteint 68,5% de son niveau de 2019, quand on parle en RPK, c'est-à-dire qu'on est encore très loin du compte, mais néanmoins c'est quand même l'Asie qui creuse l'écart avec 55% de baisse, tandis que par exemple en Amérique du Nord, on est à seulement moins 11%. Donc le retour au trafic de 2019, il est attendu en 2024 dans le monde et seulement en 2025 en Europe d'après Eurocontrol, avec une différence avec le moyen, le court courrier qui marche très bien, à l'opposé du long courrier pour lequel ça pourrait prendre encore 1 ou 2 années de plus, ce qui handicape accessoirement Boeing en tant que constructeur, parce que c'est lui qui avait 60% des parts de marché sur ce segment long courrier. D'ailleurs, quand on regarde Boeing, son Boeing 737 MAX reprend doucement le chemin des airs en Chine après avoir été cloué au sol depuis presque 4 ans suite aux accidents qui ont été liés au MCAS. Donc évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Boeing, mais dans le même temps, il y a un nouveau problème sur un logiciel qui a été identifié sur les 737 MAX et sur les 787 Dreamliner. Il s'agit d'un logiciel appelé OOS et qui permet une sélection des options nécessaires lorsqu'un avion change de propriétaire. Dans ce cas, la compagnie qui achète l'avion va le configurer à sa manière et c'est à ce moment-là qu'un problème pourrait survenir. Donc il n'y a aucun souci de sécurité pour les avions qui ont déjà été livrés, mais Boeing doit obligatoirement apporter la correction avant toute vente d'occasion et évidemment, il doit modifier le logiciel avant toute livraison initiale, ce qui pourrait prendre jusqu'à 1 an étant donné la quantité de Boeing 737 MAX et de 787 qui se sont accumulés sur les tarmacs ces dernières années. On a un deuxième problème sur le Boeing 737 MAX avec les inspections qualité qui n'auraient pas été correctement réalisées chez Spirit Aerospace qui fournit les aérostructures, ce qui va nécessiter des vérifications complémentaires avec pour conséquence une révision à la baisse du nombre de livraisons prévues en 2023 à seulement 425 appareils, même si l'objectif de 564 livraisons reste inchangé pour 2024. On passe à Airbus, où c'est plutôt la situation inverse, d'abord avec l'A321 XLR, qui permettra de faire du vol très long courrier monocouloir et dont la certification se passe bien, notamment avec les essais grand froid qui se sont déroulés dans le nord du Canada, où il a subi des températures qui pouvaient aller jusqu'à moins 40 degrés, et l'objectif de mise en service pour le premier semestre 2024 reste inchangé. D'ailleurs, dans cette niche de marché, un petit mot sur la compagnie, le transporteur français 100% business qui assure des vols vers New York et qui a annoncé un doublement de sa flotte pour atteindre 4 avions avec de nouvelles lignes depuis d'autres villes que Paris, Milan et Nice, d'où il opère déjà. Un œil sur l'A380 qui reprend le chemin des airs partout dans le monde, avec la dernière compagnie en date, c'est Lufthansa, qui possède 12 avions qu'ils avaient stockés suite au Covid. Au bout de 2 ans, elle s'apprête à s'en débarrasser définitivement, mais finalement, la demande est devenue supérieure aux attentes, avec par exemple un trafic record sur l'Atlantique Nord dès l'été 2022, ce qui a poussé Lufthansa à annoncer la remise en service de la totalité de sa flotte pour assurer notamment des vols quotidiens de Munich vers Boston et New York. Malheureusement pour les amoureux de la 380, Air France a pour sa part définitivement renoncé à l'appareil dès l'année 2020. On passe à l'espace avec des échecs partout. D'abord, le plus marquant, c'est celui aux États-Unis pour la fusée géante Starship de SpaceX, le 20 avril dernier, qui a explosé quelques minutes après son décollage à cause de la séparation ratée de 2 étages. Et donc l'échec pourrait avoir de conséquences importantes car il pourrait retarder le projet américain d'un retour sur la Lune. Donc SpaceX se dit capable de réaliser un nouveau vol d'essai sous 2 mois, mais le problème c'est que la FAA, donc les autorités américaines, doivent donner leur accord, alors que l'explosion de la fusée a entraîné la chute d'une pluie de débris sur les habitations, sur des zones résidentielles, ainsi que dans des réserves naturelles, à tel point qu'il y a des actions en justice et des plaintes d'associations, ce qui pourrait évidemment largement retarder le programme.
On part en Russie avec une nouvelle fuite sur un cargo Progress MS-21. Il s'agit du deuxième cas en seulement quelques mois. Dans le premier, c'était probablement une faute d'un opérateur au sol qui avait voulu passer sous silence son erreur. Il avait fait une réparation qui n'avait pas tenu et ce n'avait pas été vu par le contrôle qualité. Et cette fois, il pourrait s'agir d'une micrométéorite, donc on n'a pas encore de réponse. On retourne aux questions militaires avec l'Afrique du Nord. Car vous le savez, l'Algérie a plus que doublé son budget militaire en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 23 milliards de dollars. Et donc l'objectif d'Alger, c'est clairement de suivre la modernisation engagée par le Maroc, puisque le Royaume a acheté des canons César français d'artillerie, les dernières versions du F-16 avec le Viper, des drones de combat comme le MQ-9 qui a aussi sa capacité de patrouille maritime, les hélicoptères H-64 Apache, des HIMARS dont on a vu l'efficacité en Ukraine. En défense aérienne, ils ont également acquis du Patriot, donc sur le papier, même si l'armée algérienne reste bien plus nombreuse, massive en nombre, elle est techniquement en train d'être dépassée, comme on l'a vu en Ukraine, où une armée moins équipée, mais avec des systèmes du format OTAN, tient clairement tête à une puissance comme la Russie. Donc l'objectif d'Alger serait de pouvoir acheter de nouveaux matériels auprès de la Russie, comme par exemple le système de défense S-400, mais il y a évidemment un problème pour Alger, c'est que la faible qualité des équipements russes qui a été démontrée en Ukraine et qui a provoqué l'annulation d'énormément de contrats d'armement, à commencer par l'Inde, les Philippines, la Chine, eh bien, fait que même si massivement l'Algérie essayait d'acheter beaucoup de matériel, ça ne veut pas dire qu'elle pourra suivre la montée en puissance du Maroc, et donc elle pourra être distancée, et on est en ce moment en train de travailler sur une analyse complète sur ce sujet pour comparer les armées du Maroc et de l'Algérie. Un petit résumé sur les nombreuses annonces autour des munitions rôdeuses, dont l'importance a été soulignée encore une fois en Ukraine. D'abord en France avec l'achat de Switchblade 300, qui sont donc antipersonnels, qui sont fournis par les États-Unis et qui doivent être utilisés par les forces spéciales en attendant le projet Colibri porté par l'Agence d'innovation de défense, avec deux consortiums qui ont été sélectionnés fin 2022, l'un qui regroupe MBDA et Novadem pour un drone à voilure tournante, et l'autre autour de Nexter pour un drone à voilure fixe. Il y a un deuxième programme pour des munitions rôdeuses ayant une portée qui pourra aller jusqu'à 50 km, qui s'appelle l'Arinae, et les résultats seront connus en 2024. Mais on sait en plus de tout ça qu'il y a Thales qui travaille sur fonds propres pour développer également une munition rôdeuse, donc il y aura probablement plusieurs solutions qui seront disponibles au niveau national très rapidement. En Turquie, c'est Baykar, qui est connu notamment pour son drone Bayraktar TB2, qui a présenté le KGM, qui est un drone suicide à voilure fixe qui porte une ogive à fragmentation de 10 kg avec une portée de 50 à 60 km. En Grande-Bretagne, c'est la société Kinetic qui développe un drone imprimé en 3D avec l'objectif de mise en service sous 4 mois pour pouvoir les livrer tout de suite à l'Ukraine. Et le grand intérêt évidemment de l'impression 3D, c'est qu'il y a une capacité de produire à la demande, low cost, plutôt que d'accumuler des stocks en vue d'un usage ultérieur. On finit en France avec le 11e tir d'essai du missile nucléaire M51 qui est un succès. Donc le missile équipe déjà tous les SNLE de la force océanique stratégique et cette fois c'est la version M51-3 qui est validée par le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, le Terrible. Donc chaque sous-marin porte 16 missiles de 50 tonnes chacun. Les missiles se déplacent à Mach 15 avec une portée qui est supérieure à 10 000 km, et chaque missile porte plusieurs têtes nucléaires indépendantes. Donc un SNLE, ça veut dire qu'il a 96 têtes nucléaires d'environ 100 kilotonnes chacune, c'est-à-dire qu'un seul sous-marin, c'est 1000 fois Hiroshima, et la France a 4 SNLE. Donc cette version du missile sera intégrée en 2025, et en attendant, le premier SNLE de la nouvelle classe, dont la première tôle a été posée en février dernier, pour entrer en service après 2035. J'espère que ça vous a plu. Je sais que le rythme des revues de presse et Cosmos vous manque. Dès que la guerre en Ukraine s'arrêtera, j'espère le plus tôt possible, on reprendra le rythme habituel d'une revue de presse par semaine. En attendant, vous pouvez lire ces super articles, les difficultés sur le MiG-31 où il y aurait des défauts, et c'est pour ça qu'il y aurait 4 accidents en peu de temps, un article long sur les hélicoptères super sympa écrit par Gaëtan, et puis en attendant je vous dis à très bientôt.